Tiers livre, c'est les carnets privés. Je continue mon journal. Je les continue de la même façon que j'ai commencé. Une suite de micro-épisodes, chaque fois sur un thème que j'essaye de traiter en serrant, mais c'est pas ma première qualité. Et c'est venu la première fois à cause d'une expression entendue chez Azélie Fayol, vous savez, la chaîne Un grain de lettres. La littérature projective. J'étais démuni. Qu'est-ce que c'est la littérature projective? Alors j'ai commencé, j'ai cherché, j'ai exhumé mon vieux dictionnaire littéraire d'Alain Viala, il n'y a rien sur la littérature projective dessus. J'ai fini par comprendre. Et, du coup, ça m'a renvoyé sur Georges Perec. Littérature projective, ce serait écrire, construire un livre dans lequel l'imaginaire se déplace au-delà. Et par exemple, le style de Perec, il a quelque chose de, non pas fade, mais strict, une phrase, on peut pas dire pauvre, mais on l'a, enfin si, il y a des bouts de Perec que je connais par cœur, mais c'est pas dans la langue elle-même que se joue la chose, c'est dans ce que vous fait voir la langue. Et là, il y a un espace où, quand on est dans Flaubert, on se repaît de la langue elle-même. Bien sûr, aussi parce qu'elle désigne, elle met en œuvre. Mais moi, alors la question d'Azélie, c'était de dire quel drame que ceux qui ont le plus de style dans l'héritage littéraire soient les plus réactionnaires. Bon, moi, ça m'était jamais venu en tête, ça. Je lis aussi bien du Claudel, du Céline que du... Mais en tout cas, est-ce que le style doit être mis en avant comme une espèce de dogme? Ça aussi, on s'en fout, ce qui compte. Mais cette voix, c'est en quoi la langue elle-même, c'est elle qui sort de nous, et c'est dans ce mouvement de sortir de nous qu'on la tient à deux mains et qu'elle est autosuffisante. Alors, littérature projective, moi j'ai pensé que j'étais contre, mais alors depuis que j'ai cette idée, ça n'arrête pas de me travailler, me travailler, me travailler. Qu'est-ce que... En quoi même le paradoxe pourrait être là? Si je veux que je cherche comment le dehors puisse revenir travailler du dedans, en épurant, en élaguant, en tendant, en donnant du rauque, en tendant du dépouillement. Regardez Samuel Beckett. Est-ce que Samuel Beckett, c'est de la littérature projective ou pas? Ça n'en est pas. Mais parce que ça projette, qu'on projette revient manger ce qui pourrait être le goût du style, et qui est tellement pas bien. Ceci dit, moi, exercice de style, vous savez, ce vieux livre de Léo Spitzer, non, qu'est-ce que j'ai comme dette? C'est fini, c'était le premier épisode. Alors, comme j'avais littérature projective, je me dis, mais si on continuait dans les adjectifs en Yves, et dans ma tête, c'est venu, pourquoi ce qui me choquait, c'était cet adjectif Yves, ce suffixe Yves, littérature projective. Alors, ce qui était le suivant dans l'opposition, c'était subjective. Et là, j'avais eu une discussion juste à Cergy, avec une étudiante qui s'appelle Anaïs, pour tout vous dire. Anaïs, elle disait, j'ai envie de m'acheter une GoPro parce que je voudrais que tout ce que je vois, je puisse en faire. Je voudrais que ce que je filme soit réellement ce que je vois en temps réel. Ce qui n'est pas forcément nouveau. Et moi je disais, ouais, mais le problème avec la GoPro, c'est qu'au bout de 3 secondes, on a reconnu que c'est la GoPro, on a reconnu la façon de distordre les images, le son est pourrave, donc tu t'en lasseras, et puis 15 jours après, ce sera fini, ce truc-là. Mais en même temps, on avait cette idée-là captée. J'ai dit, à ce moment-là, notre rêve à tous, c'est comment on travaille la 3D avec ces petits machins. Moi, je m'étais fait avoir à acheter cette petite Nikon, mais cette Nikon 360, et maintenant, elle est déjà foutue, elle est obsolète, mais c'est pareil, il faut une telle quantité de calcul pour une image globale que cette image est extrêmement pauvre, mais j'ai bien l'intention d'y revenir à ces questions de 360. Et Anaïs, je répondais, mais une autre, tiens, que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, une fille qui s'appelle Anne Aurel, qui travaille avec des lunettes Snapchat. Snapchat, ça se casse la gueule, mais ces lunettes-là, précisément, c'est pas quelque chose qu'on tient ici, c'est ce que voient mes yeux. Mais justement, on n'y arrive pas. Alors comment nous,
avec ces gros bousins là, comme celui qui me filme là tout de suite, on peut arriver à reconstituer cette impression de la caméra subjective. Comment aller travailler en jouant sur les proximités, en jouant sur le détail, en jouant sur cas de proximité. Vous savez quoi, ce truc, comment ça s'appellerait? Ça s'appellerait cinéma. Mais c'est nous qui sommes en train de le faire, le prochain cinéma. Je suis toujours en train de lire Raymond Bellour, justement en ce moment, sur la question des dispositifs. Fin de l'épisode, on passe au suivant. Le mot résistif, résistive, je ne sais plus comment il m'était tombé, mais j'étais déjà dans subjective, dans projective, et puis il y avait ce truc résistive. Mais résistive, je ne voyais pas comment l'adapter à mon univers. Il y avait quand même ce truc des activités résistives, c'est-à-dire des choses que c'est parce qu'on les fait qu'on apprend à les faire. Comme là, il faudrait que je retourne petit à petit à la salle de fitness, parce que je suis une vraie loque avec cet accident de Guy Ball il y a 6 mois. Je n'ai pas remonté, ça me porte au moral. Donc, des choses qu'on fait sans savoir où ça nous emmène. Et pour l'écriture, on le fait. On sait qu'il y a le tous les jours à faire. Le musicien sait qu'il y a le tous les jours à faire. Pour les cinéastes, ils ne savent pas. Ils filment quand ils ont organisé leur tournage. C'est toujours quelque chose qui m'a énormément choqué. C'est-à-dire, les anglo-américains, ils ont le mot skillness, c'est-à-dire l'habileté, l'expertise, ce qu'on sait faire avec ses mains, quoi, en gros. Le savoir-faire. C'est beau d'ailleurs, savoir-faire, gardons ça. Skillness, savoir-faire avec un appareil, garder les focales, vérifier si le micro du zoom, est-ce qu'il est branché mon zoom, est-ce que j'ai gardé le machin si je tourne à 50 images par seconde, et puis l'ouverture, tout un tas de trucs qui me sont c'est extraordinaire ce qu'il a fallu que j'apprenne en 2 ans. Cultiver son savoir-faire. Pour moi, c'est ça les activités résistives. Alors en tant que tel, pour la question de la photo, des trucs, c'est sûr, c'est-à-dire si on ne s'entraîne pas en permanence à la phrase ou au maniement d'un appareil de ce genre-là, le moment d'intensité, tchac, vous êtes là, comme c'était le cas à Jérusalem-Est il y a quelques temps, le moment où on n'a plus le temps de penser, où il faut fabriquer son propre regard et faire en sorte qu'on l'emmène, le propre regard, aussi bien dans la langue que dans l'image. On a des sacrés défis avec nous. Et ces défis sont aussi techniques. Bon, mais qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, tout d'un coup, je me suis dit, mais attention, mon gars, qu'est-ce que tu es en ce moment? Tu es en train de découvrir aussi que même la lecture... D'ailleurs, ça va me permettre de passer au suivant. C'est aussi une activité résistive comme la salle de gym. C'est-à-dire, ces 2-3 ans, j'ai perdu la lecture. Et évidemment, on est comme un poisson dans l'eau. On est dans une société où la lecture, globalement, se perd. Le livre fait plus triper. En tout cas, nous, ces vieux livres où on s'enterre, là, les livres de la niche, de la turne, de la salle d'études. Eh bien, en ce moment, vous savez quoi, ça fait 2-3 mois que je me suis rediscipliné à lire 1 heure, 2 heures par jour, c'est pas encore grand chose. Je rêve simplement de pouvoir m'y remettre. Il faut que je relise la littérature latine. Je crève d'envie de relire sérieusement la littérature latine. Et encore ceux qui me connaissent, à relire, lire une première fois, ça serait déjà pas mal pour un mec dans ton genre. Bon, mais en tout cas, Blanchot, j'ai lu. Qu'est-ce que ça fait du bien mentalement de se remettre tranquillement à lire 1 heure par jour, 40 minutes ici, 40 minutes là, un petit peu le soir, ça guérit un peu les yeux aussi, sortir de... Ça a l'air con ce que je dis, hein, mais la lecture est devenue, a toujours été une activité résistive. Mais on n'avait pas besoin de le savoir, puisque on était dedans. Maintenant que c'est une sorte de, pas de revendication, mais d'autoprotection. Et en même temps qu'on s'autoprotège, il faut la protéger elle. La lecture devient une activité résistive. Est-ce que ça aide ou pas? J'en sais rien. Alors on passe au suivant. Ouais, c'est facile, j'ai mon plan sur Alice 16, là, mais j'étais sur citation abusive. Toujours abusive, citation abusive. Un copain qui s'appelle Éric Grolot
avec qui on avait fait enfin, c'est Dominique Pifarelli qui avait organisé ça. C'est un travail qui s'appelle Peur, donc avec France Pifarelli, Cornelou, Grelot, Thierry Ballas. Et ce gars était de mon même bled du sud de la Vienne. Donc, c'est une onde de choc qui vient super près. Et la vidéo que j'ai faite, c'était juste là, comme ça, parler tranquillement, mais pas du tout dans le même état d'esprit. J'ai mis une phrase de Walter Benjamin, et si le suicide non plus n'en valait pas la peine. C'est une phrase que j'avais gravée en moi, comme cette planche que j'ai retrouvée l'autre jour en démontant une vieille armoire familiale. Tenir debout. J'ai pas compris, pas réussi à comprendre avec ce vieux graphisme. L'armoire devait dater de 1890. J'ai plus l'armoire, mais j'ai gardé la planche. Donc j'avais cette phrase. Et tout de suite, un gars, un étudiant, mais via YouTube, on discute. Il me dit, mais cette phrase, elle n'est pas de Walter Benjamin, elle est de Maurice Blanchot. Et il me dit, c'est quand il parle de Mallarmé. Et là, moi, tout d'un coup, ça s'effondre. Parce que j'ai un lourd précédent. C'est-à-dire, tout de suite, je cherche, attends, mon gars, tu vas voir. Et je commence à googler le truc. J'envoie, et si le suicide non plus n'en valait pas la peine. Et qu'est-ce que je trouve sur Google ? Évidemment, je trouve Walter Benjamin. Mais pourquoi ? Parce que Google avait déjà intégré toutes mes propres occurrences, y compris ma vidéo. Et comme je pèse lourd avec tous mes sites, tous mes liens et le poids de l'ancienneté, mon premier site était 97, ça fait plus de 20 ans. Tout d'un coup, la phrase était à Benjamin parce que Internet l'assurait, parce que j'avais chargé Internet avec ça. Et mon précédent, c'est une phrase qui s'appelle « Silence au raisonneur ». C'est une autre histoire, c'est en 98-2000, c'était mon livre sur les ateliers d'écriture. Tous les mots sont adultes, et c'est un truc qui a été un grand virage, un grand truc dans ma vie. Ça devait s'appeler la méthode de Tramelan, parce que j'avais fait 2 stages d'1 semaine dans le Jura suisse, à Tramelan, pleine montagne. Ça fait une expérience. Première fois que j'étais amené à synthétiser, construire ma démarche, quoi, en gros. Et ce livre, récemment, on avait eu une discussion avec Fayard. Est-ce qu'on le réédite ? Est-ce qu'on en refait une version ? Et puis même financièrement, ça valait pas le coup, quoi. C'est-à-dire dire à quel moment, aujourd'hui, si c'est vivant, c'est les vidéos ateliers d'écriture que je fais sur là où on dérive. Donc dans tous les mots sont adultes, il y a marqué « Silence au raisonneur », la phrase de Rimbaud. Et moi, depuis, disons, 1995, ça fait presque un quart de siècle que je disais, comme disait Rimbaud, silence au raisonneur, jusqu'à ce qu'une fois je prenne ça dans le bec. Non, silence au raisonneur, c'est pas Rimbaud, c'est Mallarmé. Mais là encore, si vous cherchez silence au raisonneur et que vous l'entrez sur le web, vous allez trouver plein d'occurrences. Rimbaud, silence au raisonneur, parce que le web s'est appuyé sur mon erreur. Bon. Alors, citation abusive, j'en reviens à alors, tout d'un coup, c'est pour ça que j'ai repris. Alors, à la fin du livre à venir, là, que je viens de commencer à relire il n'y a pas très longtemps, il y a un chapitre extraordinaire sur Mallarmé, justement la fin de l'œuvre littéraire. Il y a un très beau texte qui s'appelle Le dernier écrivain aussi. On en reparlera. Et rien, mais il y a des choses sur le suicide, sur Novalis, mais il n'y a pas cette phrase. Alors j'ai repris l'espace littéraire. Et là, encore très grand chapitre, où là je me dis, ouais, c'est là, je vais la trouver la phrase, Où justement, il part de Novalis, du suicide comme condition de sa philosophie. Et puis Mallarmé, Igitur, et la fin d'Igitur. Et puis ensuite, il passe à Rilke, et donc vous savez que c'est le chapitre « L'œuvre et l'espace de la mort ». Alors, tout le temps, je vais la trouver, ma phrase, puis je ne l'ai pas trouvée. Et j'ai repris dans Benjamin les 2 tomes de correspondance sur la derrière. J'ai refarfouillé dans Sens unique. À un moment donné, à chaque fois que je reprenais Sens unique, je dis ouais, je vais la trouver. Puis en fait, que dalle, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être c'est dans les lettres, peut-être c'est dans un des essais critiques. Alors, on en est là. Citation abusive. J'ai écrit « Et si le suicide non plus n'en valait pas la peine » en disant c'est une phrase de Walter Benjamin. On m'a dit c'est une citation abusive, la phrase est de Maurice Blanchot. J'ai fréquenté les deux dans la même période avec la même intensité. Et donc je pense que
quand même, je dois avoir raison, qu'elle vient de Walter Benjamin. Mais je ne sais plus où et comment la trouver dans Benjamin. Si vous pouvez m'aider. En tout cas, ça m'a rapproché encore de Blanchot, et tant mieux. On passe au suivant. Il y avait digressive, pensée digressive. C'est pas très important, mais ça ferait quand même un petit truc, c'est-à-dire la curiosité où on est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité. Oh là là, non, que dalle, surtout pas. Mais se dire que notre mode d'organiser, de passer d'un élément à un autre, de synthétiser les éléments, ce qui a évolué mentalement pour les types de ma génération, c'est que la pratique du geste de recherche, contrairement à la pratique de la bibliothèque, à ce que des amis continuent de faire quand ils vont faire des journées à la Bibliothèque nationale. Bon, enfin, c'est surtout pour se retrouver entre eux, la machine à café, puis qu'ils ont le luxe de cette petite carte de chercheur qui fait qu'ils sont bien entre eux, tout ça. Rien qui me gêne là-dedans. Les bibliothèques, c'est évident que ça sert trop à rien. Sauf à ça. Mais c'est déjà super bien, non? Des lieux où on puisse travailler ensemble. Donc dans le remplacement d'un geste par un autre, toujours mon vieux flusseur, parlons quoi, notre organisation de pensée, c'est cette manière de laisser coexister, comme on peut avoir 7, 8 onglets ouverts sur notre navigateur, et que comme notre espace de travail, c'est aussi cette fenêtre avec de la musique, des logiciels, des machins comme ça, et donc la façon d'organiser même un parcours de pensée quand on cherche quelque chose, comme là quand je cherchais cette phrase de Walter Benjamin, cette façon digressive, elle n'est pas dans l'improvisation linéaire, c'est-à-dire comment le mental, en intégrant des gestes différents du rapport à la lecture, du rapport à l'écriture et du rapport à l'outil, qui n'est pas prendre des notes dans un carnet ou faire des fiches, comme faisait Walter Benjamin, les fiches sur Baudelaire de Walter Benjamin, rassemblées par Miguel Abansou. Par Giorgio Agamben, pas Abansou, Agamben. En quoi on travaille désormais nativement en mode de pensée digressive. Ça me terrorise à chaque fois que j'ai à faire dans un colloque ou un truc comme ça. On dit t'as 20 minutes ou t'as 40 minutes, et hop, il suffit qu'on me dise le temps de l'impro, et puis toujours au bout de l'impro, 20 minutes ou 40 minutes, j'en suis encore au troisième point de ce qui devait être 5 points, ou au premier point et demi de ce qui devait être 10 points. C'est notre malheur et c'est notre chance. 12 journal, point suivant. Vous en avez, vous, un adjectif en Yves à me suggérer? Ou je continue avec les miens? Tâche maladive. Alors, vous voyez bien la démarche, c'est comme mon vieux littré. Je me disais, c'est pas la question d'aller dire non, je cherche les adjectifs en Yves, et puis abusive, maladive. Qu'est-ce qu'il y a de maladive dans ce qui m'entoure? À part moi, pauvre être souffreteux qui est mal guibole, mal au bide et qui a la tête ramollie. Peut-être, est-ce que Proust, par exemple, c'est de la littérature issue d'un homme à la santé maladive? Non, Proust, cette espèce de générosité, de dureté, presque de cruauté logique. Cette énorme santé, elle est où? Elle est dans la composition du livre. Le mec, lui, à un moment donné, son frère lui prescrit une dernière ordonnance contre la toux, et il laisse tomber. C'est de travers mon truc, ça va. Donc Proust décide de sa fin avant celle de son propre livre. Idem chez Kafka. Quand on a ces choses dites par Yanush ou Brod, de le voir dans un restaurant. Et... Non, c'est lui-même dans le journal qui dit ça. Il va au restaurant tout seul dans je ne sais plus quelle ville, période où il était cadre dans les assurances, avec cette tâche énorme de commencer à légiférer sur le droit au travail. Et c'est cette situation de cadre sur ces questions de législation du travail qui l'a amené aussi à voyager à Berlin, à Zurich. Tout ça. Donc c'est très important dans la jeunesse de Kafka. Et lui, au restaurant, il demande juste une pêche, il a une fourchette, un couteau, mais il occupe le temps social du repas quand même. Il va au resto, c'est pour faire quelque chose, à manger sa pêche avec la fourchette et le couteau.
et très étonné que les gens du restaurant le regardent. Kafka, c'est pas maladif, c'est tenir, consacrer de ses 21 ans jusqu'à ses 42 ans à faire en sorte que s'il ne donne pas à manger à la maladie qui le ronge, il sera plus fort que cette maladie et il tiendra contre elle. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ces trucs tâches maladives, sauf qu'il y a quand même une ombre derrière, c'est-à-dire à quel endroit c'est aussi dans ce défaut de nous-mêmes que creuse l'écriture en train de naître. Et en quoi ce rongement à l'intérieur de ce qui en nous n'est pas maîtrisé, de ce qui est pas tenu, c'est ce qu'on donne, ce qu'on remet comme matière à ce qui va surgir d'écriture, et que on est toujours dans un entre-deux, on n'est pas dans l'acceptation ou la résignation, mais quelque part cette maladie, pensez à Bernard Noël, la maladie de la mort, ou c'est Blanchot, enfin en tout cas là où Bernard Noël l'arrêt de mort, où Bernard Noël nous apprend à lire Blanchot, il revient tout le temps Blanchot, tiens, en ce moment, dans ces trucs de tâches maladives, c'est-à-dire dans ces espèces de choses qu'on s'accepte alors qu'on ne devrait pas. Et bien, pourtant, c'est cette espèce d'aporie, ce chemin vers personnel de la tâche maladive, qui fait qu'à un moment donné, la petite trappe s'ouvrira et que des bestioles rongeuses vont surgir. Et ce sera ça l'écriture. Pourquoi j'aime tant ce texte de H.P. Lovecraft qui s'appelle Rêve dans la maison de la sorcière, avec cette espèce de rat à face humaine qui s'appelle Brown Jenkins. Suivant. Bref. Il y a des choses comme ça, c'est pas bon de trop insister. Courage, il n'y en a plus que 3, c'est des mots inventés. Là, c'est des trucs dont j'avais envie de dire, parce que vous savez, j'avais toujours l'idée de dire, tiens, il faut que je parle de mes emails. Alors, j'avais marqué ça, demande manuscrive. Alors, demande manuscrive, évidemment, ça n'existe pas comme terme. C'est quoi mon malheur? C'est qu'il m'arrive alors régulièrement, une fois par semaine, des super déjeunes ultra bien. Par exemple, là, c'était d'une école d'art de Caen, je crois. Mais il en est sorti, donc ça reste discret, c'est tout. Il n'a plus rien à faire de ce truc-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans son truc? Il a écrit. Il y a 42 écoles d'art en France. On est 3 profs titulaires d'écriture. Il y a des intervenants ponctuels ici et là, mais c'est tout. C'est-à-dire que la France est vraiment au cul de la charrette. C'est-à-dire, alors que dans la tradition des auteurs contemporains, il y en a des tas et des tas qui sortent des écoles d'art, bien plus que des facs de lettres. La littérature, c'est un art. Qu'est-ce qu'il fait? À qui il m'envoie? Comment il dialogue? Il y a ceux aussi des Beaux-Arts de Paris, parce que Pierre Alféry, son poste, c'est Histoire de la création littéraire, avec sa thèse et son HDR. C'est pas nous comme... Et il m'envoie des trucs, alors qu'est-ce que vous en pensez, machin comme ça? Mais moi, j'en pense rien de vos manuscrits, les mecs. Et moi, je peux pas prendre en charge. Battez-vous. Retourne sur l'école de Caen. Fais un procès à l'école de Caen. Dire pourquoi, toi, école d'art, tu m'as pas fourni de prof d'écriture? Parce que prof d'écriture, moi, j'en connais 50 qui pourraient faire ça. Dans plein d'écoles d'art. Et le faire bien. Et le faire avec honnêteté, rigueur. Parce que c'est quoi? C'est donner un avis sur un manus, dire, elle vous plaît ma vidéo? Écoutez mon MP3 sur SoundCloud. Non, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le boulot? On se met à table, on ouvre le truc, moi je refuse qu'ils m'amènent des trucs manuscrits, on reprend l'ordi, tranquillement, et c'est comment dans ton fichier, c'est avec quel logiciel tu travailles, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'il y a dans ta phrase, comment elle est foutue ta phrase, qu'est-ce qui se réfère, qu'est-ce que tu lis, etc. C'est un travail. Donc, je peux pas répondre. Et là, j'en avais même de l'étranger qui m'arrive maintenant. C'est bien gentil, mais je peux pas. Je sais que vous êtes des personnes chouettes, mais organisons la réponse sociale pour la prise en charge de l'accompagnement d'écriture. C'est ce que tu vas faire, mon gars. Enfin, je sais pas si tu vas regarder la vidéo, puis je te répondrai un petit mail, mais présente-toi. Il y a des masters création littéraire. Il y en a d'excellence à Paris 8, il y en a d'excellence à la Cambre, Bruxelles, il y en a d'excellence au Havre, il y en a d'autres à Aix-en-Provence, Toulouse. Vas-y, fais ça. Fin de mon sujet, je passe à un autre. Vous savez, j'en parlais plusieurs fois, le journal de Michel Brosseau. C'est un gars d'Orléans qui est prof. Son journal, c'est tous les jours 1 minute. Il fait ça avec un téléphone, mais il ne se sert pas de ça comme téléphone. Il a acheté un petit Samsung.
Phil me parle avec, et c'est souvent même sa fenêtre, dans sa bagnole, c'est un ou deux plans, pas plus, son jardin. Et dans cette minute, il y a sa voix qui parle d'un moment, un autostoppeur qu'il a pris, une formalité qu'il a faite. Et là, il était à Orléans, il voit un magasin de musique qui ferme. Et il dit, j'ai acheté une guitare, et précise même une guitare de Mickey. Moi, la musique, c'est une activité solitaire, mais avec Brosso, je pense qu'on devrait se faire des... Puis Nathanaël Gobanso, n'est-ce pas? On devrait se faire des événements musique internet en mettant nos trois solides, juste jouer ensemble et savoir qu'on joue ensemble sans s'entendre. On a tout le même rapport à ce machin. Alors là, moi, ça m'a fait triper. Mon Brosso passe en voiture, cessation d'activité, solde, tout ça, bradage. Il s'arrête et il part avec une guitare et il dit qu'il n'y a plus d'intérêt aux objets sauf les guitares. Du coup, j'ai compté. C'est facile parce que ma première connexion Internet, c'est juste quand je suis arrivé à Tours. Septembre 1996. Ça fait 22 ans que je suis dans ce patelin. Mais on en parlait aussi avec un autre pote, là, Xavier Selvage, j'en parle souvent. Qu'est-ce qui me relie à Tours, sinon cette proximité relative de Paris? Aller au boulot, c'est aller à Paris. Quand je suis ici, je vais jamais centre-ville. Je suis là dans mes bouquins, mais je suis un petit peu à l'abri. Et puis, c'est sur les carrefours. C'est-à-dire, je peux aller à Nantes, à Bordeaux, à Lyon. Voum, 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 voum. Donc, pour moi, c'est un lieu neutre. Si ça échappe à la neutralité, c'est parce que juste à côté, il y a la Grenadière où vivait Balzac. C'est où la Devinière de Rabelais, ou Saché, encore Balzac, etc. Donc, quelque part, je peux quitter mes livres, tenter de mettre le nez dehors, mais je me retrouve encore quelque part dans la littérature. Mais c'est pas tout à fait le même temps, mais ça m'est assez indifférent. Et quand je suis arrivé à Tours, évidemment, moi, j'ai toujours eu ce réflexe. Je me souviens, par exemple, faire un stage d'écriture à Clermont-Ferrand. Il y avait une librairie, Le Volcan, mais bon, ça sert à rien puisque je connais les librairies. Mais le magasin de musique, ben, j'y rentrais. Qu'est-ce que t'achètes? À l'époque, on achetait des petites pédales, des petits machins. Il y avait toujours des choses à acheter. Vous entrez, puis si vous n'avez rien acheté, vous prenez, renouveler votre petit stock de Mediator. J'en ai plus que 3 là, tiens. Mais les magasins de musique, c'était le rêve de la musique. Quand à Paris, je descendais la rue de Rome avec les luthiers, ou la rue de Douai, ou les trucs électroniques, guitare vintage, etc. Maintenant, rue de Rome, c'est devenu un petit peu triste aussi. Bien à Tours, il y a 20 ans, il y avait 10 ou 12 magasins de musique. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un qui survit plus ou moins vaillamment, mais il a l'air un peu triste quand on passe devant. C'est une annexe du Thévenet de Poitiers. Je ne sais même plus s'il y a encore Thévenet à Poitiers. Et tous les autres ont fermé, y compris celui qui était dans le centre-ville, qui était bien parce que c'est là, par exemple, où les Stones, quand ils travaillaient chez Mick Jagger, ils envoyaient acheter en gros leurs cordes, où il y avait besoin d'ampli, où il y avait besoin de trucs. Donc on était reliés à quelque chose. Ça a fermé. Il reste quelques luthiers, mon copain Alain Pignot, mais ils sont aussi à la peine. Pignot me disait, ouais, les gens, je peux leur vendre un instrument que j'ai réparé, mais ce ne sera pas un instrument neuf, alors qu'il est luthier, et lui, son truc, c'est de fabriquer des instruments. Et puis il dit, mais l'étui, ou la colophane, ou les cordes, ils les achèteront sur le web. Donc, nostalgie de la disparition des commerces de musique dans les centres-villes de province. Est-ce que c'est un thème? Il est temps qu'on finisse. Dernier. Ah, celui-là, quand je l'ai trouvé, j'étais content. Comment c'est venu? C'est venu toujours à cause d'une histoire de... ce même truc, encore Rimbaud, avec l'histoire dire silence au raisonneur. Un des trucs qui fait que je suis content d'arrêter l'enseignement que j'ai fait très intensément pendant ces 6 ans à l'école d'art de Cergy. C'est ce truc un peu dangereux où progressivement les histoires qu'on raconte remplacent la recherche où on est sur un auteur. Alors évidemment, pour ça, il y a des années sabbatiques. Les collègues en profitent. Mais c'est une fois tous les 6 ans. Moi, justement, j'arrive à 66 ans, l'année où j'aurais pu éventuellement en profiter d'une année sabbatique.
j'ai raté beaucoup de choses dans ma vie, même ça. Mais donc, se dire, si j'arrête là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir revenir à un travail beaucoup plus de fond, qui n'est pas dans le travail d'amener, donner. Comme je le dis, je serai remplacé. Il y a plein d'autres qui peuvent le faire à ma place. Donc, conscience claire et nette. Mais donc, il y avait toujours ce truc de Rimbaud qui commande son matériel de photographie en Éthiopie. Et, quand il s'en sert au début, il envoie à sa mère une photographie ratée. Et j'avais besoin de relire ce truc-là. Est-ce que ça, petit à petit, je me suis laissé aller à inventer. Et en retombant sur ce truc, au moment donc où il dit, donc c'est cette lettre de mai 83, où il dit, la photographie va bien. Ce qui est extraordinaire, je trouve, pour quelqu'un comme Rimbaud. Il y a une liste de livres, je n'avais jamais fait gaffe à cette liste de livres, toujours adressée à Aden, donc on est le 19 mars 83, chez Duno, 49 Cré des Grands Augustins, Paris, France. Ça veut dire qu'on commande le livre à l'éditeur, enfin un libraire, l'éditeur, ou du moins le libraire est éditeur, chez Duno, donc exécution des travaux, un volume, par deux Beauve, 30 francs. Calcul abrégé de terrassement. Lalanne Sganzin, un volume, 2 francs. C'est pas cher, lui. Géodésie, un volume, 2 Beauve, 7 francs 50. De Beauve encore, hydraulique, 6 francs. Il écrivait beaucoup ce De Beauve, donc des manuels techniques. Tracé des courbes, Jacquet, un volume, 6 francs. Puis, librairie Masson, Delaunay, cours élémentaire de mécanique, 8 francs. Liet, traité d'astronomie appliquée, 10 francs. Et celui que j'ai sauté, c'était chez Duno aussi. Richard, manuel du conducteur de locomotive. Et là, il n'y a pas le prix. Rimbaud, en 1883, l'auteur de Une saison en enfer des Illuminations, se fait adresser un manuel du conducteur de locomotive. Et bien donc, après littérature projective, après caméra subjective, après activité résistive, après pensée digressive, après situation abusive, après tâche maladive, après demande manuscrive, après disparition nostalgive, voici Rimbaud, conducteur de locomotive, et j'ai fini mon journal du soir. Merci, à bientôt.